Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier, réalisé toujours sans montage et sans trucage, rien que pour vous. Et regardez-moi cette vignette là, une crise n'est pas la fin du monde, mais celle-là peut-être, me disait ma femme ce matin. Et donc en fait cette idée de vidéo c'est pour remonter le moral de ma petite femme. Bonjour les amis, bienvenue à tous dans ce JT du grenier, où on va parler crise et fin du monde. Il y a énormément d'anxiété, à commencer tout simplement dans mon entourage, et avec ma femme qui me disait ce matin, bon bah quand même on a l'air mal barré là cette fois-ci, ça ressemble quand même vachement à la fin du monde. Et donc en fait l'idée c'était de dire en réalité une crise c'est pas la fin du monde, mais celle-ci peut-être a rajouté ma femme au petit déjeuner, hein. Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent, elle voulait simplement déjeuner en paix. Les plus vieux reconnaîtront les paroles de cette chanson. Alors faut-il avoir peur? Faut-il trembler? Eh bien à mon sens non, et puis de toute façon la peur n'évite pas le danger, donc tout ça c'est à mon sens pas la bonne attitude, et je m'en vais partager avec vous quelques petites considérations et réflexions sur le sujet de crise, de fin du monde et d'anxiété. Voilà, et côté anxiété, ces dernières années, avec entre le Covid, la crise économique, la peur de la maladie, etc., on a évidemment été particulièrement gâtés, et donc les nerfs des gens sont mis à rude épreuve, et donc c'est compliqué. Alors, il y a de nombreuses manières de définir ce que c'est qu'une crise, à mon sens. Crise de foie, crise cardiaque, d'accord. Donc le mot crise, il a plein de sens. C'est la maladie, c'est la crise économique, c'est plein de choses. La notion de crise, c'est une crise de goutte, c'est une crise psychologique, c'est une crise dépressive, c'est plein de choses la crise. Mais la crise, c'est quoi? Eh bien la crise, c'est la rupture d'un équilibre et la recherche d'un autre. C'est ce moment entre un équilibre et un nouvel équilibre qui n'est pas encore trouvé. Et donc ce moment entre deux états stables, en fait, entre deux états d'équilibre, c'est, à mon sens, la meilleure manière de définir la crise. Voilà, la crise, c'est cette espèce d'entre-deux, très inconfortable, très anxiogène, parfois même carrément paroxystique. Une guerre, c'est une crise, et c'est une crise entre deux équilibres. L'équilibre qui avait et qui prévalait avant la guerre, et puis l'équilibre qui va émerger à l'issue de la guerre, avec un vainqueur, des vaincus, etc., ou des vaincus et des vainqueurs, peu importe dans quel sens ça va. Et puis, ce moment de guerre, eh bien, c'est évidemment une crise paroxystique. Donc, c'est ce moment où ce qui était n'est plus, et que ce qui doit venir ou arriver ne l'est pas encore. Voilà, et donc on est dans ce moment extrêmement incertain, et donc c'est évidemment psychologiquement très difficile à vivre. Alors là, c'est juste quelques exemples de crise. C'est sur un site, La Finance pour tous, que j'ai trouvé cette infographie. 1929, le grand crack de 29, la crise de 29, c'est moins 15% sur le PIB mondial. 39-45, c'est moins 50% sur le PIB français, et pourtant la crise de 29 n'a pas été la fin du monde, la Seconde Guerre mondiale n'a pas été la fin du monde, et pourtant vous avez eu 2 bombes nucléaires, Hiroshima, Nagasaki, les camps de concentration, donc vous avez eu des millions de morts, évidemment, des millions de morts, mais ça n'a pas été la fin du monde. Et d'ailleurs, si vous prenez le cas de la France, avec quelques centaines de milliers de morts, il restait beaucoup plus de Français à la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'il n'y avait eu de morts pendant la guerre, et voire même de morts pendant la Première Guerre mondiale. Donc tout ça, c'est pas pour vous faire du relativisme bête et méchant, vous dire c'est pas grave la guerre, bien sûr c'est dramatique la guerre, c'est très très grave. Mais il ne faut pas confondre la guerre, il ne faut pas confondre une crise aussi violente soit-elle avec la fin du monde. Et c'est vraiment, c'est hyper important, parce que vous allez voir pour la suite tous les processus psychologiques que ça peut engendrer. Le choc pétrolier de 1973, évidemment, rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale, ou même avec le krach boursier et la crise de 1929, c'est moins 1% sur le PIB français. La crise du système monétaire européen et la livre sterling, qui déjà à l'époque se fait sortir du serpent monétaire européen, comme on appelait ça, c'est même pas 1% sur le PIB français, et pourtant c'était une crise. La crise des subprimes, c'est 3% sur le PIB de la France, 2,9% de moins sur notre PIB. Et puis la crise du coronavirus, à cette époque-là,
c'était pas terminé la crise, donc on n'avait pas le montant par rapport à cette infographie. Enfin, globalement, c'était moins 10% sur le PIB annuel, et puis l'année suivante, ça a été plus 9. Donc 2020, c'est moins 10, 2021, c'est plus 10 en gros. Donc moins 10 plus 10 égale, dans l'épaisseur du trait, à peu près 0, donc la tête à Toto. Et c'est pas sur le PIB que ça a joué, c'est évidemment sur l'endettement de la France avec 600 milliards d'euros de dette en plus. Mais tout ça pour vous dire que même une pandémie, la pandémie, regardez, ça n'a pas été la fin du monde. Il y a eu des difficultés, il y a eu des gros problèmes, c'est incontestable. Il y a eu des grosses tensions même, mais pourtant, vous n'avez pas de fin du monde. Voilà, ça n'a pas été l'effondrement que certains prédisaient. Donc, pour paraphraser Napoléon, en toute modestie, les amis, du haut de mon grenier, 2000 ans d'histoire vous contemple, même plus précisément, presque, on le verra, 2 700 000 ans, on le verra plus tard, mais de la chute de l'Empire romain à Vercingétorix, de la Seconde Guerre mondiale à la Première, en passant par la Grande Peste Noire, 1870, et toutes les crises qu'on a pu connaître, qu'elles soient sanitaires, la peste noire, que ce soit des guerres terribles, la guerre de 100 ans, 100 ans la guerre, ça fait long quand même, Bon, la guerre de 100 ans qui n'a pas duré tout à fait 100 ans, c'est pas le sujet, mais je veux dire, c'était sur des durées extrêmement longues. Bon, tout ça, la crise des missiles de Cuba, la guerre du Vietnam, le choc pétrolier, l'hyperinflation en Argentine ou même au Zimbabwe, j'en ai pas parlé, tout ça, ce n'est jamais la fin du monde. Ce sont des crises, encore une fois, extrêmement fortes, extrêmement paroxystiques parfois, mais ce n'est jamais la fin du monde, c'est même une donnée historique de l'humanité. Voilà, l'humanité passe de crise en crise, de guerre en guerre, de massacre en massacre, c'est pas forcément très glorieux, mais enfin c'est comme ça, et chaque crise n'est jamais la fin du monde. Une crise aussi violente et mortelle soit-elle n'est qu'exceptionnellement définitive pour un peuple, voire une nation. Très souvent, et dans l'écrasante majorité des cas, les nations et les peuples survivent largement aux crises et aux guerres. Alors après, il en ressort différent, il en ressort parfois très affaibli, très amoindri, profondément changé même, diminué, avec une géographie qui n'est pas celle d'avant-guerre, etc. Mais les peuples, en général, survivent. C'est ce qui s'effondre et récupéré également par un autre système. Alors, c'est le cas typiquement de l'effondrement de l'ex-URSS. Donc quand l'ex-URSS s'effondre, c'est le système communiste qui s'effondre, et le système communiste est évidemment récupéré et englobé par le système capitaliste mondial, et donc ça va donner après la mondialisation. On est dans les fin des années 80, tout début des années 90, c'est à partir du tout début des années 90 que la chute du communisme va permettre l'émergence du nouveau système dans lequel nous sommes, qui est celui de la mondialisation. Donc pour ceux qui ont vu finir comme moi le monde bipolaire qui était celui de la guerre froide, ça a été un changement, un bouleversement majeur. Donc on a vu crise terrible avec l'effondrement du communisme, de l'ex-URSS, et puis succession de crises avec l'émergence de la mondialisation qui par nature n'existait pas dans un monde bipolaire coupé en deux par un rideau de fer, et où on n'échangeait pas, on ne se parlait pas, on ne commerçait pas, on ne voyageait pas entre le monde de l'OTAN et le monde du pacte de Varsovie, entre les bleus et les rouges, entre les capitalistes et les communistes. Vous y aviez très très peu d'échanges. Donc la mondialisation n'était pas possible avant, elle était devenue après. Donc ce sont des changements évidemment majeurs. Alors tous les gens, globalement, aujourd'hui de moins de 40 ans, n'ont pas vu, n'ont pas vécu, n'ont pas souvenir de cet effondrement de l'URSS et du communisme. Et pourtant, ça a été une crise majeure, une succession de crises majeures, et ça a été un bouleversement considérable pour le monde. Ça n'a pas pour autant été la fin du monde. Alors se pose un problème maintenant, c'est que si on voit bien comment l'URSS a pu être rattrapée et récupérée par le système capitaliste, si le système capitalisme mondialisé, quasiment unifié, planétaire qui s'effondre, il n'y aura rien pour récupérer cela. Effectivement, il n'y a rien pour récupérer cela, donc dans le prochain effondrement, ça sera une nouvelle donnée qui permet aussi de faire un certain nombre d'hypothèses
sur quelle forme il peut prendre, et c'est une donnée qu'il ne faut évidemment pas négliger. Dans le dernier effondrement important, nous avions l'ex-URSS qui a été récupéré par le système capitaliste. Aujourd'hui, c'est le système capitaliste financiarisé, basé sur la consommation de masse, etc., etc. Et si ce système-là s'effondre, mais il n'y a évidemment rien dans lequel, rien qui pourrait le récupérer ou l'intégrer. Alors, la crise, ce n'est pas la fin, mais c'est le futur début de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important à avoir en tête. C'est pas la fin, c'est la fin de quelque chose, mais c'est pas une fin absolue, c'est la fin de quelque chose, et c'est aussi le début, la gestation, l'arrivée d'un nouveau système, d'un nouvel équilibre, d'un nouvel empire, de tout ce que vous voulez. On ne sait pas exactement quel contour ça aura, mais on sait qu'il va y avoir l'arrivée de quelque chose. Et ce début de quelque chose, de nouveau, c'est pas forcément mieux, c'est pas forcément moins bien non plus, en fait, on ne sait pas, ça peut être mieux, ça peut être moins bien, et tout va en réalité dépendre de ce que l'on va en faire. Que vous soyez inquiet sur ce que certains mamamouchi qui nous dirigent pourraient en faire, je partage avec vous cette petite inquiétude qui n'est pas du tout modérée d'ailleurs, qui est bien paroxystique, je vous l'accorde. C'est la perte de repères, d'habitude, de manière de faire. Et c'est ça aussi un grand changement, un grand bouleversement. C'est-à-dire qu'on vivait comme ça, et puis tout d'un coup, les choses, les conditions font qu'on ne peut plus vivre comme nous vivions. Et c'est extrêmement déstabilisant, c'est même parfois extrêmement effrayant. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et c'est lié à quoi ? C'est lié à l'acceptation du changement en réalité, qui est toujours très difficile parce que tout changement déstabilise et les sociétés et les humains, et donc les sociétés humaines. Je ne parle pas des entreprises là, je parle de la sociologie. Une crise, regardez le Covid sociologiquement sur ce qui se passe sur le marché du travail, où les gens, on dit la grande démission, les gens veulent plus travailler, etc., etc. Encore une fois, je ne suis pas en train de me placer dans la notion de jugement. Je constate de manière quasi clinique des symptômes et ce qui se passe. Et je vous dis, ce sont des changements sociologiques majeurs. Et vous allez voir, on y arrive, parce qu'il y a une notion de à quoi bon qui est très importante, et on va y arriver. Une crise, c'est aussi des opportunités pour celui qui va comprendre évidemment avant les autres quels vont être les contours de ce vers quoi nous allons. Et donc, une crise, c'est une opportunité, toujours. Et il n'y a rien de cynique là-dedans. C'est pas mal, c'est pas méchant là non plus. Ne jugez pas celui qui va saisir les opportunités. Au contraire, saisissez vous aussi des opportunités. Le monde est un monde d'opportunités depuis la nuit des temps. Eh bien, vous êtes là pour saisir un certain nombre d'opportunités. Ce n'est pas sale, ce n'est pas mal en soi. Tout dépend de la manière dont on saisit ces opportunités, tout dépend de ce qu'on fait des outils. Si vous prenez un marteau et que vous bâtissez une belle maison qui va accueillir tous ceux qui ont besoin d'être logés, eh bien votre marteau, il fait œuvre utile et votre propriété, elle est fertile évidemment pour l'ensemble de ceux qui vous entourent. Et puis si avec votre marteau, vous cassez la tête de tous ceux que vous aimez pas parce que vous êtes le plus fort, le plus costaud et moyen à être le mal alpha et que vous terrorisez tout le monde, et bien évidemment votre propriété au niveau du marteau, elle n'est pas forcément très fertile, elle est plutôt terrible et vous en faites quelque chose de très mauvais et de très mal. Donc encore une fois, saisir une opportunité, c'est pas mal en soi, c'est pas mal dans l'absolu, tout dépend évidemment ce que vous faites et du contexte dans lequel vous le faites et de l'optique dans lequel vous le faites et de la manière dont à l'arrivée cela se fait et quels sont les résultats. Alors, il faut évidemment lutter contre l'anxiété. Je voulais vous montrer un petit peu là, juste qu'on prenne un peu de recul, et ça c'est important aussi pour comprendre fin du monde, là, tout crise, fin du monde, récession, on va tous mourir, c'est terrible. Je veux qu'on prenne un petit peu de recul et je vous ai mis plusieurs trucs. Alors, toujours la chanson de Stéphane Escher, les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent, me feras-tu un bébé pour Noël et je voudrais simplement déjeuner en paix. Actualité concernant le plan sobriété énergétique. Si vous allez sur votre moteur de recherche préféré et vous tapez ça, vous allez avoir beaucoup d'avancées, peut mieux faire. On a interrogé les experts, plan de sobriété énergétique, toujours le plan de sobriété énergétique. Bon, bref, faut réduire l'énergie. On a un problème d'énergie. L'énergie, c'est très compliqué, c'est une catastrophe, etc., etc. Bon.
Bon. Panne de courant, on va avoir des pannes de courant. Les pannes de courant, elles sont inévitables. On va en avoir, on va être dans le noir. Alors, les opérateurs de télécom sont inquiets parce qu'il n'y aura plus de téléphone. Panne de courant, quoi faire en cas de coupure? Coupure d'électricité, il faudra s'attendre à des pannes sur le réseau également mobile, etc. Donc, vous voyez, c'est lourd, si vous voulez. C'est pas forcément hyper enthousiasmant, c'est-à-dire que quand on a vu qu'on avait une nécessité de sobriété énergétique, qu'on prenait rationnement, puis passe climatique ou énergétique, puis qu'on vous dit attention, coupure de courant, bon, votre première envie là, tout de suite maintenant, là, c'est pas forcément dire ouais c'est génial, tiens, et si je créais mon entreprise et que j'allumais la lumière, voilà, donc vous voyez, donc ça va évidemment agir très fortement sur la manière dont vous allez faire et réaliser des projets ou pas, et les décaler ou pas dans le temps. Et ça, c'est encore une fois, là, il n'y a aucune notion de jugement. On pense être des acteurs rationnels, et en fait, vous allez voir que la manière dont on prend nos décisions, on la pense rationnelle, et en réalité, elle est relativement rationnelle, mais on a quand même un certain nombre de biais, et donc notamment un biais informationnel. Et si les informations qu'on a ne sont pas bonnes, ou sont biaisées, ou sont pas tout à fait aussi évidentes que ce qu'elles peuvent paraître au premier abord, et bien évidemment, nos actions seront très marquées par de mauvaises informations et donc pas forcément orientées vers la bonne direction pour nous. Alors à ceci, vous pouvez rajouter les pénuries d'essence, évidemment. Donc pour le gouvernement, il n'y a pas de pénurie. Tout va très bien, même la situation, j'ai vu aller s'améliorer à partir de lundi, quand même la grève est prolongée. Bon, donc tout ça, ça rajoute à une ambiance qui n'est pas bonne et où les gens ne savent même pas s'ils vont pouvoir avoir de l'essence demain pour aller travailler. Donc c'est évidemment là encore hyper anxiogène. Sans compter la fin de l'abondance, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises et qui a beaucoup marqué les gens. Et puis c'est normal, quand on vous dit c'est la fin de l'abondance, va falloir vous serrer la ceinture, ça va être très compliqué les cocos, c'est terminé, il n'y a plus rien, c'est fini. Là non plus, ça n'incite pas à l'optimisme béat. Alors, on en arrive à ça, à quoi bon? À quoi bon faire des efforts? À quoi bon créer? À quoi bon travailler? À quoi bon inventer? Finalement, à quoi bon vivre? On va tous mourir, c'est la crise, c'est la récession, c'est dramatique. Bon. Et encore, oui, je vous ai pas parlé de la guerre en Ukraine, de l'explosion des gazoducs, de l'explosion du pont en Crimée, le pont de Kerch. Je vous ai pas parlé des risques de guerre nucléaire. Je vous ai pas parlé... Oui, regardez Biden, ça c'est génial. Et donc c'est pour ça que j'avais illustré avec la bombe atomique, la maman qui tenait les mains, la main de son gamin, et puis la bombe atomique. On se demande évidemment si on a envie de faire des enfants et d'avoir des enfants, alors que le président américain met en garde contre le risque d'apocalypse nucléaire. Voilà, carrément. Alors là, par contre, c'est, je vous l'accorde, la fin du monde. Si on commence à s'envoyer nos 5000 ogives nucléaires chacun, ça va faire du bruit, un peu de dégâts. Donc ça sera bien la fin de notre monde, mais même là, en fait, en réalité, ce ne serait pas la fin du monde. Alors vous auriez des millions de morts, sans doute même des milliards de morts, énormément de souffrance, je vous le concède bien volontiers, plus que énormément de souffrance, mais ce ne serait pas non plus la fin du monde, puisque finalement l'humanité survivrait quand même. En tant qu'humanité, de manière extrêmement réduite, je vous l'accorde aussi. Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué, ils nous en voudront pas. Allez, on n'y va pas. Ça, c'est Benabar, et c'est le côté à quoi bon, d'accord, je veux pas y aller. Non, mais ça sert à rien, là, c'est bon. C'est bon, laisse tomber, je me mets sous la couette, sous les draps, toi, la télé et moi, et encore pas la télé, et surtout pas BFM. La moitié du pays déprime, enfin la moitié, pas tout à fait, mais 31% des Français présentent des états anxieux ou dépressifs. 31%, c'est absolument considérable, 65% n'arrivent pas à dormir. Tu m'étonnes que tu n'arrives pas à dormir, c'est un flot ininterrompu d'anxiété, d'extrait d'essence d'anxiété brute. Et donc, là aussi, il faut faire la part des choses. Après chaque crise, un nouvel équilibre se dessine. Basiquement, après la pluie vient le beau temps. Voilà, ça a toujours été comme ça. Après la pluie vient le beau temps. Si jamais on s'atomise tous, de toute façon, on sera tous morts. Voilà, bon, là, c'est la fin du monde. Ok, on n'en parle plus. Évacuons le sujet. En réalité, le véritable sujet, c'est pas la fin du monde. Si l'astéroïde
vient, nous aplatit tous comme avec les dinosaures et puis tout le monde meurt, ou si l'empereur Palpatine et Joe Biden échangent tout leur arsenal nucléaire et font tout péter. Ok, donc ça, on évacue de toute manière, on sera plus là pour voir la suite, c'est pas le problème. Le problème, c'est si ce n'est pas ça qui arrive, hein, donc c'est-à-dire les deux cas effectivement de fin du monde, la planète qui explose avec l'astéroïde géant et Bruce Willis qui ne réussit pas à les forer dans Armageddon sur l'astéroïde qui arrivait pour sauver l'humanité. Bon, bah là, évidemment, on n'est pas bien, je vous l'accorde. Mais pour tout le reste, après la pluie vient le beau temps, après les crises viennent les nouveaux équilibres et les nouvelles opportunités. Ça fait 2 700 000 ans que ça dure, et depuis que Homo habilis, notre ancêtre lointain, on évolue de crise en crise, cas en cas, c'est très compliqué, et finalement, on avance dans un processus itératif où on prend des crises climatiques, des réchauffements climatiques, des refroidissements climatiques, des ères glaciaires, des ères paraglaciaires, etc., etc. Et tout ça, finalement, ce n'est jamais la fin du monde, et on est passé d'Homo habilis à vous et moi. Finalement, allez, hein, c'est pas si mal que ça, on va se jeter quelques fleurs les amis, c'est pas si mal que ça aurait pu être pire. Bon, je vous dis pas qu'on n'a pas quelques Homo horribilis et pas des habilis dans nos entourages, et puis des très horribilis qui nous dirigent, mais honnêtement, c'est quand même pas si mal que ça, et finalement, ça évolue, et on invente, et on trouve des solutions, et c'est ça aussi qu'il faut retenir. Autre chose que je voulais vous soumettre, toujours pour prendre du recul et pour se dire, mais finalement, qu'est-ce que je peux avoir comme distorsion dans le message que je reçois, ou dans la gravité de la situation, ou dans ma perception de la gravité de la situation. Quand je vous parle d'une crise économique, je vous parle d'une crise économique. Je vous dis que la crise économique, elle va être dure, je vous dis qu'elle va être dure, la crise économique. Si je vous dis qu'il va y avoir 10% d'inflation, que je vous le dis 1 an et demi avant, vous voyez qu'un an et demi après, on a 10% d'inflation. Vous dites qu'on a 10% d'inflation, on n'est pas tous morts, d'accord, on est encore là, on a 10% d'inflation, et c'est pas la fin du monde. Et vous annoncez qu'il va y avoir 10% d'inflation pour vous aider à vous préparer à mieux gérer et à mieux anticiper l'arrivée de cette inflation. C'est plutôt chouette, c'est plutôt positif, et ça ne doit pas générer de l'anxiété. Ça doit au contraire générer l'envie d'agir et de passer à l'action pour gérer quelque chose qui arrive, et donc s'y préparer et s'y adapter. Voilà, il y a des changements qui s'imposent à nous, on peut se rouler par terre, on peut les refuser de toute façon, ils s'imposent à nous, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça, que ça me plaise ou non, c'est comme ça aussi, hein. Je suis bien dans le lot, et donc je voulais vous inviter à regarder. Moi, je ne sais pas faire les montages vidéo, machin, etc., ce qui est bien dommage, parce que là, j'aurais pu vous mettre 2 vidéos. Et donc, je vous invite évidemment à regarder la vidéo, le dernier clip de campagne publicitaire là, du gouvernement pour économiser l'énergie. Chaque geste compte, je baisse, j'éteins, je décale. Vous n'avez pas dû pouvoir passer à côté. Et puis, d'aller chercher, et je vous mettrai le lien de cette vidéo dans les commentaires en bas, sur le même clip, mais en 1974, qui était « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Et ce clip, alors d'ailleurs, vous allez voir la différence, elle est majeure. Ici, j'ai de la musique, et en gros, je dis rien, hein, c'est-à-dire il y a juste ça. Et là, j'ai des explications, j'ai ce qu'est la France, quels sont tous les atouts de la France. Et la France, elle a plein d'atouts. Elle a plein de qualités. Elle a plein de choses extraordinaires, d'accord ? On a plein de choses en France. Une histoire, une industrie, il y a les meilleures cuisines du monde, la pétanque, une situation géographique privilégiée, et bien entendu la pêche à la ligne. Bref, on a plein de choses en France. Mais il nous manque une chose, il nous manque le pétrole. Alors effectivement, on n'a pas de pétrole, mais ça, finalement, c'est grave. Pourquoi c'est grave ? C'est grave parce que ça nous appauvrit. Parce qu'on l'achète très cher, le pétrole. Et c'est ça qui vous dit le message. Mais ils vous le disent comme ça. Et comme on l'achète très cher, ça appauvrit le pays. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Évidemment, on ne peut pas l'accepter parce que ça remet en cause notre manière de vivre. Eh bien, on va vous expliquer, parce qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On va vous expliquer comment on va faire. On va vous expliquer comment on va faire. On va vous expliquer comment on va faire sans changer notre manière de vivre. Mais c'est un message qui est hyper positif en fait. Quand vous allez l'écouter, vous allez être surpris par la positivité de ce message. Il est ultra positif. Tout va bien en fait. C'est pas du tout anxiogène.
C'est on a un problème, les gars, on va se retrousser les manches. Bon, parce que là, c'est un peu compliqué quand même. Hein, le pétrole, il nous coûte, le coco, là, il nous coûte super cher. Et il est hors de question qu'on s'appauvrisse comme ça sans rien faire. Donc, bon, on va se retrouver. Mais bon, vous allez voir, bon, de toute manière, on a plein de choses. Donc, bon, en plus, on a plein d'idées. Donc, on va y arriver, il n'y a pas de problème, quoi. Et on va faire face, collectivement, ensemble, individuellement, etc. On va décliner le plan, et on a une vision, et on va aller vers quelque chose, et on va aller vers quelque chose de mieux. Là, aujourd'hui, c'est oh là 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 là, c'est rien, on vous dit rien, d'accord? On vous dit juste, je baisse, j'éteins, je décale, je me rabougris, d'accord? C'est triste. Il n'y a aucune vision, il n'y a aucune envie, il n'y a aucune positivité là-dedans. Éteignez-vous, baissez-vous, décalez-vous, agenouillez-vous, allongez-vous, bougez plus. D'accord? C'est ça le message. Et le message implicite, il est hyper noir. Ici, vous avez une vidéo qui est pleine de couleurs, qui est tournée dans la nature. Ici, vous avez un truc qui est sombre, où tout le monde éteint la lumière pour passer de la lumière à la nuit. C'est hyper frappant, quoi. Donc ici, vous avez un truc enthousiasmant, pour gens positifs et relativement optimistes, pas BA, mais relativement optimistes. Il y a des choses à faire, il y a des risques, il y a des problèmes, et puis on va les affronter, on va les gérer, on va y faire face. Et puis ici, vous avez un truc pour dépressifs anxieux, enfin, non. Pour créer des dépressifs anxieux, et c'est encore plus grave, ça va créer des dépressifs anxieux. Comme tout ce qu'on a fait pour le Covid a créé des dépressifs anxieux. Et ça ne veut pas dire qu'on ne se prépare pas, qu'on n'est pas vigilant, qu'on ne fait pas attention, qu'on ne prend pas des mesures de précaution, qu'on ne porte pas des masques. Voilà, vous voyez, on pouvait plein de choses quand on ne savait pas ce à quoi on était confronté. Puis après, quand on est dans la situation, que le risque se matérialise, eh bien évidemment, on y fait face, et puis on s'adapte, par rapport aux informations qui vous arrivent, etc. Bon, voilà. Et ça se passe bien. Conclusion, une crise aussi grave soit-elle n'est jamais la fin du monde, sauf encore une fois, guerre nucléaire terminale et fatale ou gros astéroïde qui vient tous nous aplatir. Elle peut radicalement changer votre monde, elle peut vous ruiner, elle peut changer votre vie, elle peut même vous tuer d'ailleurs, on peut mourir pendant une crise, d'accord? Là j'ai vu je crois que le père de famille n'est pas mort, mais pendant qu'il y a des grèves et que les gens font la queue pendant des heures pour réussir à avoir quelques litres d'essence, et ben il y en a un qui a accusé un autre de l'avoir doublé, donc il a rien trouvé de mieux que de sortir son couteau, de le poignarder devant ses gamins. Bon, mais a priori, il n'est pas mort. Mais vous voyez, on peut mourir pendant une crise, et même une crise là, qui est juste une crise d'essence. Voilà, donc mourir pour un plein d'essence, c'est un peu triste, donc on peut même mourir, mais statistiquement, ce n'est pas la fin du monde. Alors évidemment, si vous mourrez, c'est la fin du monde c'est le monde qui s'effondre pour votre entourage, évidemment, mais c'est pas la fin du monde. Voilà. Et encore une fois, aussi dramatique que puissent être les situations personnelles ou individuelles, collectivement, ce n'est pas la fin du monde. Il y a toujours plus de survivants que de morts, même pendant la peste noire au Moyen-Âge. Nos capacités de résilience et d'adaptation sont remarquables et elles font partie de notre ADN et elles permettent notre évolution depuis 2 700 000 ans et depuis Homo habilis. Ne cédons pas au quoi bon, parce que le à quoi bon, c'est exactement ça, c'est la passivité. Donc quand on veut vous emmener vers le bas à quoi bon, on veut vous amener vers la passivité. Et cette passivité fait de vous le citoyen idéal. Je ne revendique pas le citoyen ou le salarié idéal. Je ne revendique pas, je ne combats pas, je me résigne, je me laisse aller, je prends un abonnement Netflix et un abonnement à la pharmacie pour mes anxiolytiques, et ça donne l'anxiolytics. Netflix et les anxiolytiques, c'est l'anxiolytics. Et voilà, vous prendrez bien votre dose d'anxiolytics 500 mg matin, midi et soir, 3 fois par jour, d'accord? 10 heures de Netflix et 3 comprimés, et vous allez voir, ça va être génial pour les autres, vous allez servir de contrepartie pour tout, et ça va être très bien. Donc, on ne se résigne pas, et se préparer, être dans l'action, être dans la prévoyance, construire sa résilience, son autonomie, sa propre souveraineté personnelle, eh bien c'est simplement encore plus nécessaire en temps de crise, parce que ça vous renforce, ça vous rend plus robuste, ça vous rend plus solide, c'est positif, c'est bien, et tout ce qui fait que nous serons plus nombreux à être plus solides et plus robustes, rendra l'ensemble de notre société plus robuste et plus solide, et ça c'est positif, et c'est pas de l'égoïsme, parce que votre robustesse, votre autonomie, votre résilience, votre faculté
à faire face aux événements, eh bien, elle va inspirer les autres, elle va inspirer votre entourage, vous ferez œuvre utile et vous allez rayonner au contraire. Donc c'est plutôt très positif, si encore une fois, c'est fait dans une optique qui soit bonne. C'est la fin de l'abondance, d'accord? Je voulais revenir là-dessus aussi. Et si on prend un peu de hauteur, c'est pas la fin de l'abondance en réalité. Et donc c'est hyper anxiogène si je vous dis c'est la fin de l'abondance. Et puis si je vous dis c'est peut-être plus la fin de l'hyperabondance. Le fait de tout avoir et que rien n'ait de valeur. Et encore une fois, quand j'étais gamin, on n'achetait pas un canapé comme ça. Papa et maman, ils n'allaient pas changer leur frigo de cette façon-là. Et je me souviens avec mon épouse, quand on s'est installé et qu'on a eu notre premier logis et qu'il a fallu que nous achetions notre frigo, notre cuisinière, notre four à micro-ondes, parce qu'il y en avait quand même un à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était au tout début des années 2000, et qu'il a fallu qu'on achète également une machine à laver, pas la vaisselle, mais le linge, eh bien on avait fait un crédit sur un an avec, je sais plus, ou un an et demi avec, je sais plus combien, 20 ou 24 mois, ouais, enfin 18 mensualités, parce que ça faisait beaucoup d'argent, et c'était au début des années 2000. Et aujourd'hui, en 20 ans, ça a considérablement changé. Vous trouvez un lave-vaisselle premier prix à 150 ou 200 euros, ça n'existait pas dans les années 80, ça n'existait pas dans les années 90, c'était cher. Voilà. Les choses étaient chères, les choses avaient de la valeur, donc on avait de l'abondance, et nous sommes passés de l'abondance à l'hyperabondance, et cette hyperabondance, eh bien si on la quitte ou si on doit la redimensionner un petit peu à la baisse, je vous assure, c'est pas du tout la fin du monde, sauf si on a construit sa vie et construit son modèle psychologique sur simplement le fait de consommer et qu'on a oublié qu'on était beaucoup plus que notre capacité à consommer. Et chaque être humain, chacune et chacun de vous et de nous, on est évidemment bien plus que notre capacité à consommer, mais on nous a réduit année après année à juste notre dimension pure de consommateur hypersexué, quoi. Voilà. Et donc, si tu possèdes pas, si tu n'as pas ta Rolex à 50 ans, tu as raté ta vie, etc., etc. Donc, on nous a mis dans quelque chose d'hyper consumériste, mais on n'est pas, en fait, on n'est pas forcément fait pour ça. Donc, il ne faut pas confondre la crise avec la fin du monde, et il ne faut pas confondre la fin de l'abondance avec la fin de l'hyperabondance. Alors oui, la récession 2023, elle sera terrible, elle sera très forte. Oui, ça va être compliqué, il y a des gens qui vont perdre leur boulot, il y a des gens pour qui ça va être difficile, il y a de l'inflation, la perte de pouvoir d'achat, c'est pas simple, bien sûr, mais il y a deux façons de voir, il y a celle de 1974 ou celle de 2022. Et soit vous le voyez avec cet optimisme de 1974 où on va inventer, on va apporter nous-mêmes les solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés, ou alors on se résigne, on éteint, on décale, on réduit, on se couche, hein, parce que de toute façon, à quoi bon, tout est mort, faut économiser. Et économiser, c'est un truc de pauvre, d'accord? Économiser, c'est un truc de pauvre. Je vous dis pas de tout dépenser, c'est pas ça que je vous dis. Mais croire qu'on devient riche en économisant, c'est un truc de pauvre. On devient riche en augmentant ses revenus. Quand on réduit, quand on se rabougrit, quand on économise, vous n'avez aucune solution, et je vous l'avais expliqué dans une vidéo, sur contourner l'inflation en réduisant vos dépenses. C'est une mauvaise stratégie. La seule bonne stratégie, c'est l'augmentation de vos rentrées. Alors évidemment, vous avez le droit de réduire vos dépenses, encore une fois, c'est pas ce que je vous dis. Mais si vous réussissez à réduire vos dépenses de 10%, c'est déjà considérable compte tenu des charges fixes, compte tenu des salaires moyens, etc. Si vous passez de 1300 euros de salaire et que sur les 1300 euros de salaire, vous économisez 10%, vous réduisez vos dépenses de 130 euros, quand tout augmente, c'est quasiment impossible en fait. Donc la réponse et la solution, et plus le salaire est faible, plus c'est vrai, elle n'est jamais dans le fait de réduire les dépenses, de se réduire, d'éteindre, de se rabougrir. Elle est dans le fait de faire plus, de gagner plus, de produire plus, d'avoir plus d'énergie. Hey Charles, on ne peut pas produire. Mais bien sûr que si, qu'on peut produire plus d'énergie hydroélectrique, qu'on peut produire plus d'énergie éolienne, qu'on peut produire plus d'énergie solaire, qu'on peut produire plus d'énergie nucléaire. Mais bien sûr que si, qu'on peut. Est-ce qu'on veut, c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'on peut techniquement? Oui, on peut techniquement
produire plus, on peut valoriser même nos déchets nucléaires pour produire avec les déchets nucléaires de l'énergie nucléaire, si tant est qu'on continue à avancer dans ces recherches-là. On peut améliorer la sécurité nucléaire, parce que oui, le nucléaire c'est dangereux, donc c'est pas l'alpha et l'oméga, et oui, il y a des risques majeurs, donc comment on fait pour maîtriser les risques majeurs du nucléaire, etc., etc., etc. Et je vous dis pas qu'on peut aussi se réconcilier avec la Russie histoire de retrouver du gaz. Non, non, je vous le dis pas non plus. Bon, donc, en fait, quand je baisse, j'éteins, je décale, c'est vous qu'on rabougrit, c'est vous qu'on réduit, et finalement, c'est vous qu'on éteint. Et vous, et c'est moi, et c'est nous. D'accord? Et donc, on se fait éteindre. Et donc, non, il faut être en rupture par rapport à ça. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas se résigner. Moi, je ne veux pas être éteint. Voilà. Je ne veux pas être éteint. Ça ne veut pas dire que je refuse d'éteindre, mais je ne veux pas être éteint. Je ne veux pas avoir comme seul horizon le fait de réduire, de rabougrir et d'éteindre. Et pourtant, je suis profondément partisan de beaucoup moins consommer. Je suis profondément partisan de la sobriété. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord? Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, même une certaine frugalité ne me dérange pas. Ce n'est pas un sujet. Ça peut se discuter, etc., etc. Mais je ne veux pas être rabougri de manière générale, éteint de manière générale. Voilà, encore une fois, on peut faire décroître certaines choses et en faire croître d'autres. Et on acceptera d'autant plus, et ce sera d'autant plus enthousiasmant de réduire certaines choses si on est capable de les accompagner de la croissance de certaines autres choses. Voilà, encore une fois, faire croître la sagesse, faire croître le savoir, la connaissance, les connaissances de nos enfants, l'ambition scolaire pour nos enfants, pour les amener vers le fait qu'ils soient encore de meilleurs enfants, encore mieux formés, qu'ils puissent aller plus loin que chacun d'entre nous. Et donc, ce n'est pas... donc se résigner, c'est commencer par voir la situation telle qu'elle n'est, mais pas plus grave qu'elle ne l'est. Et donc, c'est important aussi, parce que si vous la voyez de manière plus grave qu'elle n'est, donc je ne vois pas une crise, mais je vois la fin du monde, ben effectivement, je vois la fin du monde, on va tous mourir, donc à quoi bon? Je laisse tout tomber, ça ne sert à rien, je ne fais plus de projet, je ne m'inscris plus dans le futur, je prends mon anxiolytics, donc mes 10 heures de Netflix et mes 3 cachets par jour, et ce n'est pas avoir peur, ne pas rentrer dans l'anxiété, dans l'angoisse dans laquelle le système veut nous mettre. D'accord? On nous crée des anxiétés, on nous crée des angoisses absolument effrayantes. Et il faut se mettre en recul de ça, c'est hyper important. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire en gros, c'est que vous voyez bien que il y a deux choses. Il y a la réalité telle qu'elle est, une crise importante, considérable, qui va arriver sur une refonte du système monétaire, qui va toucher nos monnaies, qui va... Ok, tout ça, ça se gère en fait. Tout ça, ça se gère. Tout ça, ça s'anticipe. Là-dessus, il y a des solutions sur comment je protège mon fric parce que la monnaie actuelle va se casser la figure et la monnaie future, je ne la connais pas encore. Il y a des solutions pour ça. Si vous voulez, ça s'est produit 100 fois dans l'histoire de l'humanité et la durée moyenne d'espérance de vie d'une monnaie, c'est 18 ans. Donc, c'est que du classique. Donc, vous avez peut-être jamais perdu ou vu votre monnaie s'effondrer, mais le système monétaire, très régulièrement, pouf, il saute et on le refait. Donc, même si les monnaies gardent le même nom, elles n'ont pas du tout la même valeur. Donc, de toute manière, ça fait partie du standard, en fait, ça fait partie du courant de la vie de l'humanité. Donc, on ne confond pas une crise avec la fin du monde, et vraiment, soyez attentifs à ces messages-là, à la manière dont on peut vivre les choses. Et le point clé, c'est vraiment la manière dont on vit les choses. Et vous n'êtes pas obligé de vivre la situation comme étant la situation la plus angoissante à laquelle vous ayez jamais été confronté. Vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça. Et donc l'une des premières manières de ne pas vivre comme ça, je vous assure, c'est d'éteindre votre télé. Et de vous mettre en recul par rapport aux informations hyper anxiogènes auxquelles vous pouvez être évidemment, et vous êtes évidemment tous soumis. Et puis évidemment d'aller dans l'action, de développer votre propre stratégie de résilience et de vous clairement vous inscrire dans l'action et dans la préparation et dans l'anticipation et de construire votre stratégie pour savoir où vous voulez aller. Parce que si vous éteignez, que vous réduisez, encore une fois, on se rabougrit, et puis surtout, vous subissez en fait, vous obéissez et vous subissez.
Et moi, j'aime pas subir, et je pense qu'il faut pas subir. Et je pense que si vous avez des millions de gens qui vont de l'avant, et bien évidemment, votre société, elle va de l'avant. Et c'est important. Et oui, il y a des défis climatiques. Oui, il y a des problèmes. Oui, mais bien sûr, il y en a plein des problèmes. Et alors, on fait quoi? À quoi bon? À quoi bon? Ah, je ne ferai pas d'enfants parce que dans ce monde-là, faire des enfants, franchement, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais je sais pas, moi, peut-être que l'enfant que vous ferez pas, c'est le futur Einstein qui aurait inventé la manière de capturer le CO2, de rendre la planète 100 fois plus propre, de réparer les pollutions, j'en sais rien moi, qui aurait inventé l'énergie qui pollue pas, abondante et infinie, vous voyez, je sais pas moi. Donc, c'est loin d'être toujours aussi réducteur, quoi. Voilà, donc le à quoi bon réduit profondément l'humanité et nous réduit à tout ce qu'on a de plus égoïste et de plus vilain. Je rappelle quand même qu'avoir des enfants, c'est avoir la plus belle des raisons de se projeter dans l'avenir et de vouloir préserver l'avenir. Voilà. Et d'ailleurs, on est dur avec ceux qui nous dirigent et beaucoup de ceux qui nous dirigent n'ont eux-mêmes pas d'enfants. Et je pense que c'est très compliqué de diriger un pays quand on n'a pas été parent, quand on n'a pas été confronté à l'impuissance parentale, bref, tant qu'on n'a pas eu cette richesse d'expérience de vie qui a apporté aussi, pas que, mais aussi, et en partie importante par la parentalité. Donc, tout ça est très important, et c'est en général les enfants, votre petite part d'éternité, et cette petite éternité, eh bien, elle fait que vous vous projetez dans un avenir qui va bien au-delà de vous-même. Et donc la meilleure manière de protéger le climat, en fait, c'est peut-être d'avoir des enfants à qui on veut léguer une planète qui soit en meilleur état, justement pour eux. Voilà. Donc tout ça est beaucoup plus complexe, soyons pas réducteurs, et c'était tout ça que je voulais vous montrer et vous partager comme réflexion avec vous aujourd'hui. Vous pouvez mettre un doigt et partager un grand pouce pour dire j'aime, partager cette vidéo évidemment autant que vous voulez. Vous pouvez me retrouver sur Twitter sur le compte @insolentiae. Vous pouvez vous abonner au Grenier de l'Écho, activer la petite clochette pour avoir la notification à la lettre. Sur le site insolentiae.com, l'aide d'information quotidienne est gratuite. Et puis évidemment, ceux qui veulent aller plus loin, bâtir leur résilience, leur propre stratégie patrimoniale, financière et de robustesse, eh bien vous pouvez sur insolentiae.com/boutique vous abonner à la lettre stratégie. Merci beaucoup les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Et puis voilà, n'ayez pas la crise dépressive et jetez votre boîte de comment je dis, anxiolytics. Voilà. Allez, bon week-end. Salut les amis, bonne semaine.